Pendant plus d'un an, Drew Scott, l'un des membres de l'émission mondialement appréciée Property Brothers, a disparu des écrans de télévision sans explication. Les téléspectateurs ont remarqué cette absence, mais aucune raison officielle n'a jamais été donnée. En coulisses, cependant, Drew menait une bataille qui menaçait non seulement sa carrière, mais aussi sa propre identité. En 2019, quelque chose a commencé à attaquer son corps de l'intérieur silencieusement et sans relâche. Les médecins ont ordonné test sur test, cherchant des possibilités qui ne correspondaient jamais tout à fait. Le lupus a été envisagé, les troubles neurologiques ont été examinés. Les analyses de sang, les scans et les évaluations se sont accumulées, mais rien n'a permis d'y voir plus clair. Son esprit s'embrouille comme si quelqu'un avait éteint les lumières à l'intérieur de ses pensées. La chaleur devient insupportable. Se tenir sous les lumières du studio ressemble à une torture. Ses forces s'épuisent au point qu'il lui faut de la volonté pour rester debout sur le plateau. Le plus terrifiant n'est pas la douleur ou l'épuisement, mais l'incertitude. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait, ni comment l'arrêter. Lorsque la vérité a finalement émergé, des dommages irréversibles avaient déjà été causés. Aujourd'hui, cette maladie cachée est révélée au grand jour, ainsi que la douloureuse réalité que Drew a cachée à des millions de fans loyaux. L'histoire de Drew Scott commence le 28 avril 1978, dans une salle d'accouchement de Vancouver, où tout le monde pensait que le moment le plus difficile était déjà passé. Joan Scott venait de donner naissance à un petit garçon en bonne santé, Jonathan. Le médecin, satisfait de son travail, est sorti, et Joan s'est enfin laissé aller à l'expiration après des heures de travail. Le soulagement a envahi la salle. Puis une infirmière s'est arrêtée, son expression a changé. Elle s'est penchée plus près et a dit tranquillement qu'elle sentait un autre battement de cœur. L'esprit de Joan s'est figé. Des années plus tard, elle a plaisanté en disant que sa première réponse était quelque chose de bien trop coloré pour être répété. Mais Drew se souviendra toujours de son cri d'incrédulité. 4 minutes seulement après la venue au monde de Jonathan Drew a suivi. Dans 1978, les échographies étaient rares à moins de soupçonner des complications et les battements de cœur des jumeaux s'étaient alignés si parfaitement que personne n'avait décelé 2 vies au lieu d'une. La surprise n'était pas seulement surprenante, elle remodelait l'avenir de la famille. Un enfant était instantanément devenu 2. 2 vies, 2 chemins qui se développaient ensemble. Alors que le choc s'estompait, les Scotts se sont installés dans une ferme équestre tranquille à Maple Ridge. Jim et Joan, immigrants d'Écosse, ont construit leur maison de leurs propres mains. La terre était impitoyable, le travail sans fin, mais les jumeaux ont grandi en aimant le rythme de tout cela. Les matinées étaient consacrées au transport du fourrage dans un froid mordant. Les après-midi s'étiraient en longueur tandis qu'ils faisaient courir les chevaux dans les champs, convaincus que le monde n'avait pas de limite. Joan s'entraînait avec eux au karaté, insistant sur la discipline et la concentration. Leurs parents imposaient une structure avec chaleur, leur apprenant à économiser de l'argent, à réparer ce qui était cassé et à aller de l'avant même lorsque l'épuisement s'installait. Cette vie rurale a façonné la résilience des jumeaux bien avant qu'ils ne sachent ce que résilience voulait dire. Elle leur a appris l'effort, la persévérance et comment se relever après être tombés. À l'âge de 7 ans, Drew et Jonathan étaient impatients de créer quelque chose de leur cru. Cette curiosité s'est transformée en Jam Enterprises, une minuscule entreprise nommée d'après John Andrew et maman. Ils ont enveloppé des cintres dans du nylon souple, les ont décorés de roses en tissu et ont fait du porte-à-porte pour les vendre avec des sourires timides et un énorme espoir. Les refus étaient fréquents, les portes claquaient, d'autres fois les clients achetaient en gros. Lorsqu'un grossiste a passé une commande massive, les garçons ont été stupéfaits. Ils ont gagné près de 15 000 $, une somme stupéfiante pour des enfants du 1986. Joan les a guidés à travers les factures et la logistique, transformant un projet artisanal en une véritable leçon de commerce. Ce succès précoce leur a appris que l'effort pouvait devenir un revenu et que la collaboration comptait plus que le talent brut. Peu après leur enfance, a pris un détour inattendu et coloré. À 8 ans, les jumeaux sont devenus clowns professionnels pour enfants. Drew était Curly et Jonathan était Fawcett. Cela semblait ridicule et ça l'était, mais le travail était rémunéré jusqu'à 100 $ de l'heure. Ils se sont produits lors de fêtes d'anniversaire et de défilés, les visages peints, les accessoires vacillants, les rires les entourant.
Drew aimait le frisson d'attirer l'attention, l'énergie d'une foule qui lui répondait. Il aimait encore plus pouvoir acheter des bonbons à ses amis avec ses gains. Finalement, les costumes et les longues heures de travail les ont épuisés, et ils sont partis. Mais ces spectacles ont semé quelque chose de durable en Drew, un instinct pour le divertissement, la synchronisation et la présence. Leur éducation s'est poursuivie avec des attentes fermes. Jim croyait que le travail forgeait le caractère et insistait pour que les garçons gagnent leur vitaux. Que ce soit en vendant des cintres, en faisant le clown ou en s'occupant du ranch, la leçon était la même. La créativité était la bienvenue, mais la responsabilité n'était pas négociable. Chaque corvée, chaque matin de bonne heure, ajoutait une nouvelle force à leur fondation. Lorsqu'on leur demande plus tard comment ils ont réussi à concilier l'immobilier, le théâtre et la télévision, les jumeaux se réfèrent toujours à leurs parents. Tout découle de cette discipline. Alors que Jonathan se tourne vers la construction et les tours de magie, Drew rêve de basketball. Au lycée, il s'entraîne 4 à 5 heures par jour, se surpassant sans relâche. Il atteint un saut vertical de 40 pouces, une statistique qui attire l'attention des recruteurs. Il se fait une place dans l'équipe de l'université de Calgary, mais une blessure met fin à sa saison avant même qu'elle ne commence. Dans 2003, à 25 ans, une autre université lui offre une chance. Au début, l'espoir renaît, mais entouré de joueurs plus jeunes et plus rapides, il reconnaît qu'un chapitre se ferme. L'abandon du basketball est douloureux, mais il réoriente sa vie. De l'autre côté de cette perte, l'immobilier l'attend même s'il ne peut pas encore le voir. À 18 ans, alors que la plupart des étudiants peinent à payer leur loyer, Drew et Jonathan achètent leur première propriété. Il s'agit d'une maison à rénover d'une valeur de 200 000 $, garantie par un prêt hypothécaire repris par le vendeur qui n'exige qu'un acompte de 250 $. Ils rénovent, sous-louant des chambres, vivent sans loyer et vendent la maison 1 an plus tard pour un bénéfice de 50 000 $. L'expérience est enivrante. Le risque et la récompense s'entrechoquent. Ce premier coup de flip a lancé un voyage de 15 ans à travers des dizaines de rénovations. Drew a survécu en jonglant avec des emplois secondaires, hôtesse de l'air, entraîneur personnel, concepteur de sites web sécurité, dans un centre commercial serveur, gérant d'un magasin de bikinis. Aucun n'a duré longtemps, mais chacun lui a appris quelque chose sur la pression les gens et l'endurance. La stabilité est restée insaisissable. Après avoir perdu des milliers de dollars à cause de transactions mal gérées, Drew a atteint un point de rupture. En 2004, il a obtenu sa licence immobilière pour protéger chaque dollar. Les deux frères ayant obtenu leur licence, ils contrôlaient chaque étape. Cette décision a tout changé. Plus tard cette année-là, ils ont fondé Scott Real Estate Inc., créant ainsi un système autonome. Drew recherchait et négociait les propriétés, Jonathan les concevait, les rénovait et les mettait en scène. Il se développe rapidement, ouvrant des bureaux à Vancouver, Calgary et Las Vegas, gérant jusqu'à 10 rénovations à la fois. Bien avant d'être célèbres à la télévision, ils sont déjà millionnaires. Pourtant, Drew n'a jamais abandonné ses aspirations d'acteur, ignorant que des années plus tard, lorsque la maladie s'insinue silencieusement dans son corps, cette même volonté acharnée sera mise à l'épreuve plus durement que jamais auparavant. Sa première carrière d'acteur est pleine de petites étincelles, mais pas de flammes. Il apparaît dans Breaker High en 1997 et Smallville dans 2000, généralement en tant que personnage de second plan ou figurant non crédité. Dès son enfance, il s'est produit en tant que clown, mais rien ne l'a jamais propulsé sous les feux de la rampe comme il l'espérait. Les refus s'accumulent. Il essaie encore et encore à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais Hollywood ne lui ouvre pas ses portes. En 2002, il crée avec ses frères le Davidian Production Group, espérant monter leur propre projet, mais les fonds sont limités et les distributeurs continuent de les refuser. Ils ont maintenu l'entreprise en vie uniquement parce que l'immobilier couvrait les factures. Vers 2010, ils se sont orientés vers le numérique et la télévision, mais ces premières années ont été marquées par une lutte constante. Vers 2006, Drew a atteint l'épuisement professionnel. Il a déménagé à Vancouver pour se consacrer à plein temps au métier d'acteur pendant 1 an. Il a dormi chez un ami à filmer des auditions dans sa voiture et s'est donné à fond jusqu'à ce que l'épuisement s'empare de ses os. Rejet après rejet, il s'est épuisé. Finalement, il s'est rendu compte que jouer seul ne suffisait pas.
Il fallait combiner ses talents et son expérience d'une manière qui lui paraisse naturelle. Cette combinaison est apparue lorsque les frères ont présenté leur idée d'émission. Au début, HGTV a adoré les compétences de Jonathan en matière de construction, mais a à peine remarqué Drew. Ils ont même envisagé de centrer l'émission entièrement sur Jonathan. Drew a ressenti la douleur d'être à nouveau négligé. Après des années de désir de passer devant la caméra, il craignait de perdre sa chance. Il s'est battu pour sa place et les a convaincus que l'émission avait besoin des deux frères. Cet argument a façonné tout ce qui est arrivé par la suite. La signature de l'accord avec HGTV était un saut en territoire inconnu. Ils avaient déjà une entreprise prospère. La télévision était un pari sans filet de sécurité. Si l'émission échoue, ils perdent un temps précieux qu'ils auraient pu consacrer à la vente de biens immobiliers. Mais ils ont fait confiance à la vision. Dans 2011, Property Brothers a été présenté pour la première fois. Au moment où le spectacle a pris son envol, ils ont enfin compris ce à quoi toutes ces années d'efforts les avaient préparés. Drew Scott est devenu le visage de Property Brothers en 2011, et tout a changé presque du jour au lendemain. L'émission a d'abord été lancée discrètement, mais dès la diffusion des premiers épisodes, plus d'1,5 million de personnes l'ont regardé chaque semaine. Les familles l'ont vu convaincre des propriétaires nerveux de prendre des risques pour des maisons qui semblaient sans espoir. Son sourire donnait l'impression que c'était facile, mais la vérité était plus profonde. Il avait déjà passé 15 ans dans l'immobilier, travaillant affaire après affaire, jusqu'à ce que la négociation lui paraisse aussi naturelle que la respiration. Et pour cette raison, les caméras n'ont fait que capturer ce qu'il avait déjà vécu pendant des années. Les premiers épisodes sont tournés à Vancouver et le rythme est intense. En 2 ans, la marque s'étend à des produits dérivés et à la presse nationale. Les récompenses s'enchaînent. Leurs noms sont devenus familiers dans des foyers éloignés du Canada, et Drew a senti la vague pousser sa vie dans des directions qu'il n'avait pas imaginées. Ce succès reposait sur quelque chose de réel. Bien avant que quiconque ne connaisse l'existence de l'émission, Drew et Jonathan dirigeaient Scott Real Estate Inc. Ils travaillaient avec de vrais clients depuis 2004, et transformèrent des maisons avec des budgets serrés bien avant qu'un producteur ne pointe une caméra sur eux. Les rénovations que l'on voyait à la télévision tenaient souvent dans des fenêtres de 3 semaines, parce que les frères le faisaient pour de vrai. Pendant la première saison, ils ont filmé 5 maisons en 4 mois. Parfois, les jours s'étiraient en heures et semblaient toujours trop courts. Les propriétaires arrivaient avec leurs espoirs et leurs craintes. Les budgets n'étaient pas respectés. Les murs cachaient des choses auxquelles personne ne s'attendait, et l'équipe se démenait entre les décors réutilisés et les changements rapides de lieux de tournage, juste pour maintenir le calendrier. Drew travaillait au milieu de tout cela, passant d'animateur à négociateur et à décideur si souvent que les rôles se confondaient. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, de nouvelles idées apparaissaient sans cesse. En 2013, l'achat et la vente ont fait leur apparition. Peu de temps après est apparu Frères contre Frères, puis Forever Home. En 2019, la franchise a tenu plus de 14 saisons et plusieurs séries secondaires. En 2015, ils ont lancé Scott Living et espéraient une croissance régulière. Mais au lieu de cela, la ligne a atteint 100 millions de dollars de revenus en 2 ans et visait à doubler en 2017, Ils ont publié des livres. Ils ont signé des contrats de licence. Leurs créations sont devenues des meubles, des ustensiles de cuisine et des collections pour toute la maison. Drew est entré dans les salles de réunion et a participé à l'élaboration de chaque contrat parce que la marque portait son nom et sa promesse. Il est également passé derrière la caméra. Scott Brothers Entertainment est devenu sa 2e maison, un endroit où il a alterné entre création et direction. En 2024, la société avait produit plus de 20 séries originales, projets numériques et films de marque pour des plateformes telles que HGTV, Netflix et Amazon. Drew examinait les budgets, s'asseyait avec les équipes créatives et établissait des partenariats avec les entreprises qui voulaient avoir accès à la magie des Property Brothers. Certains jours, il tournait dans une ville, prenait l'avion pour une réunion le soir même et arrivait dans une salle de montage le lendemain matin. Il y a eu des mois où il a parcouru plus de 20 000 miles tout en apparaissant à l'écran, comme si rien ne se passait dans les coulisses. Mais le rythme a commencé à l'éroder. Des années de voyages, de tournage et de pression constante l'ont rattrapé d'une manière inattendue. Au bout de 2025, il a ressenti un épuisement profond qu'aucun sommeil n'a pu réparer. Son corps lui fait mal. La chaleur des lumières du studio lui donne des vertiges.
Certains jours, il ne peut pas rester debout longtemps sans sentir ses jambes se dérober. Les médecins lui ont ensuite dit qu'il souffrait d'un possible empoisonnement au mercure et d'un syndrome de fatigue chronique. Les symptômes se sont développés discrètement pendant des mois cachés derrière des sourires et des apparitions programmées. Les fans n'ont vu que de petites absences et des déclarations rapides. Ils n'ont pas vu les jours où il pouvait à peine bouger, ni les moments où il se demandait s'il pouvait continuer. Lorsqu'il en a enfin parlé, les gens ont été choqués. Il est apparu clairement que le succès avait eu un prix élevé. Bien avant la célébrité et l'expansion des affaires, quelque chose de plus doux avait commencé à façonner sa vie. Dans 2010, pendant la semaine de la mode de Toronto, Drew a rencontré Linda Fan. La salle bourdonnait de musique et de lumière vive, mais elle se distinguait par son costume ludique de police de la mode, distribuant des faux billets à tous ceux qui portaient une tenue douteuse. Drew rit, elle rit. Ils sortent bientôt pour manger des sushis, puis du chocolat chaud, puis du karaoké jusqu'au lever du soleil. Lors de ce premier rendez-vous, il n'est pas question de rénovation ou de télévision, mais de deux personnes qui chantent, plaisantent et apprennent le rythme de l'autre. Drew dira plus tard qu'il croyait au coup de foudre, mais ce qui l'a marqué, c'est la chaleur de Linda et la constance de son sourire. Leur relation s'est développée lentement puis d'un seul coup. Plus tard, lorsqu'elle est devenue directrice de la création chez Scott Brothers Entertainment, leurs vies se sont encore plus rapprochées. Leur mariage a eu lieu quelques années plus tard en Italie, le 12/2018. Les collines des Pouilles semblaient douces sous le soleil, alors que plus de 300 invités arrivaient. La cérémonie semblait de rêve, mais le chemin vers ce jour était tout sauf calme. Ils n'avaient que 3 mois pour tout planifier. Les vendeurs devaient prendre des décisions. Les familles devaient être guidées. Et Drew devait répéter une première danse élaborée avec Emma Slater, sa partenaire de danse avec les stars. Ils ont travaillé avec un designer nommé Vincenzo, qui a intégré leur héritage écossais et vietnamien dans les détails floraux. Ils ont filmé toute la célébration pour une émission spéciale de TLC, ce qui a ajouté une pression supplémentaire. Au milieu de tout cela, ils se tenaient toujours la main et se rappelaient l'un à l'autre pourquoi le chaos avait de l'importance. Lorsque le jour est enfin arrivé, cela ressemblait vraiment à un conte de fées. 1 an auparavant, ils avaient ouvert leur maison aux téléspectateurs. Property Brothers at Home les a suivis alors qu'ils rénovaient une maison de style anglais de 2,3 920 et 1 à Hancock Park. Ce fut un sprint de 12 semaines avec des restrictions liées à la vieille maison des travaux délicats au sous-sol et une échéance proche pour une réunion de famille. Drew a fait face à des décisions de conception et à des défis inattendus. Linda a ajouté des touches de glamour hollywoodien et de chaleur art déco. Les caméras ont tourné pendant qu'ils équilibraient les réunions, les programmes de tournage et l'organisation du mariage. L'émission a permis aux fans de voir de près leur travail d'équipe. Dans les coulisses, c'était désordonné et fatigant, mais cela a aussi montré à quel point ils s'appuyaient l'un sur l'autre. La vie ne cesse de se remplir. Linda a souvent dit que l'équilibre entre la maison et le travail était son plus grand défi. Elle a géré des projets créatifs tout en se préparant à la maternité. Drew s'est battu contre des problèmes de santé tout en la soutenant. Lorsqu'ils ont accueilli leur fils Parker James en mai 2022, cela a ressemblé à un miracle. Ils avaient passé 2 ans à essayer à passer par des traitements de FIV et d'IUI, portant à la fois l'espoir et le chagrin tout au long du chemin. Le jour de l'arrivée de Parker lors de leur 4e anniversaire de mariage, tout s'est éclairci. 2 ans plus tard, leur fille Piper Ray a rejoint la famille en mai 2024. La 2e grossesse de Linda a été difficile. Elle a dû faire face à l'enflure et à l'épuisement et s'est fortement appuyée sur Drew. Il a annulé les voyages, ralenti les tournages et s'est concentré sur les soins à lui apporter. Leur maison est devenue plus bruyante et plus douce, à la fois remplie de couches de rire et de longues nuits. Drew plaisantait souvent en disant que Parker remplacerait un jour Jonathan dans l'entreprise familiale. Ces 2 petites vies ont changé de rythme, même si le monde autour d'eux continuait à aller vite. Et puis est arrivé le procès, qui a ébranlé leur image. Dans 2019, les jeunes mariés Mindy et Paul King de Las Vegas sont apparus dans un épisode intitulé « Gambles and Jackpots ». Ils ont dépensé près de 200 000 $ pour une rénovation complète effectuée par l'équipe de l'émission. Après le tournage, ils ont affirmé que leur maison était remplie de problèmes. Ils ont signalé des fils électriques qui les inquiétaient, des portes qui ne se fermaient pas proprement, des appareils électroménagers égratignés par du mortier.
et près de 90 problèmes en tout. Ils ont intenté une action en justice en 2020 et un contre Cineflix et Villa Construction. Le Nevada State Contractors Board a examiné les réclamations et a confirmé 10 défauts, estimant les réparations à 94 772 $. Les Kings se sont sentis ignorés et ont déclaré que personne ne leur a répondu après la fin du tournage. Même si Drew et Jonathan n'ont pas été nommés dans le procès, le public a quand même lié les frères au problème. Les gros titres ont répété leur nom. Les fans se sont demandé si la série tenait ses promesses. L'histoire s'est répandue sur Internet. Des personnes qui n'avaient jamais regardé l'épisode ont commencé à dire qu'il s'agissait d'un combat entre des propriétaires ordinaires et une énorme machine de télévision. Les Kings ont déclaré s'être sentis trompés et abandonnés. Ils ont montré des photos d'armoires déformées de peintures écaillées et de fils électriques exposés. Ils ont déclaré avoir dépensé plus d'argent pour réparer les choses après le départ des caméras. Leurs plaintes ont incité d'autres personnes ayant participé à des émissions de rénovation à partager leurs propres frustrations. Les forums se sont remplis d'histoires. Des articles ont remis en question la façon dont la télé-réalité gérait le contrôle de la qualité. Les Kings sont devenus le symbole de quelque chose de plus grand, et les dommages causés à la réputation des frères ont perduré. Même s'ils n'étaient pas personnellement responsables, l'émission portait leur visage et leur voix. Les téléspectateurs voyaient la marque avant de voir la société de production. Les médias ont utilisé leurs images dans tous leurs articles. Les critiques ont remis en question la fiabilité des transformations à l'écran. Drew et Jonathan ont publié des déclarations dans lesquelles ils se distançaient de ces affirmations, mais l'ombre est restée pendant un certain temps. Cette situation leur a rappelé que la célébrité fonctionne dans les deux sens. Elle vous élève rapidement et vous met à l'épreuve tout aussi rapidement. La santé de Drew Scott a commencé à se dégrader d'une manière qui lui semblait étrange. C'est aux alentours de 2019 que les fans ont commencé à remarquer qu'il n'apparaissait plus sur les écrans comme avant. Au début, cela ressemblait à une grippe banale, mais les symptômes s'accumulaient. Il se sentait fatigué tout le temps, si fatigué que même les tâches les plus simples lui paraissaient lourdes. Son esprit était lent et embrumé. Il avait souvent mal au ventre et la chaleur ne faisait qu'empirer les choses. Les jours se succédaient, puis les mois, et au lieu d'aller mieux, il sentait son corps s'éloigner de plus en plus de la normale. Il est allé de médecin en médecin espérant que quelqu'un ferait le lien. Certains ont cherché des maladies auto-immunes comme le lupus, d'autres ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un problème neurologique rare. Rien ne correspondait parfaitement et l'incertitude l'effrayait. Finalement, après des mois de confusion, il a appris la vérité. Il souffrait d'un empoisonnement au mercure associé à un syndrome de fatigue chronique. Cela expliquait l'épuisement, le brouillard, les étranges vagues de faiblesse et de douleur. Le mercure provenait d'une exposition inconnue, peut-être quelque chose qu'il avait mangé, peut-être quelque chose dans son environnement. Quelle qu'en soit la source, les dommages étaient réels et ils l'ont frappé plus durement qu'il ne s'y attendait. Les symptômes s'accumulant, il a dû ralentir, puis ralentir encore plus. Bientôt, il s'est retiré complètement du tournage de Property Brothers et d'autres projets. Il a pris plus d'1 an pour s'éloigner des plateaux de tournage et des voyages de travail. Jonathan a continué à travailler seul tandis que Drew s'est concentré sur le traitement et le repos. Ce silence soudain, dans une vie qui était auparavant bruyante et occupée, l'a déstabilisé, mais il en avait besoin pour guérir. Il a tenu ses fans au courant sur les médias sociaux, publiant des articles sur les bons et les mauvais jours, et sur la difficulté de vivre avec quelque chose que personne ne peut voir. Il a également fait part du poids émotionnel que représente une maladie qui évolue au jour le jour. Lorsqu'il est finalement revenu dans 2020, il s'est déplacé différemment. Il a choisi ses projets avec plus de soin. Il est resté plus près de chez lui. La guérison lui a appris que la santé ne peut pas être mise de côté, même pour un travail qu'il aime. Tout au long de cette longue période, il a continué à utiliser Instagram et YouTube pour expliquer ce qui se passait. Il a parlé de la frustration d'entendre un diagnostic après l'autre qui ne correspondait jamais tout à fait. Il a parlé de la peur qui grandit lorsque votre corps change de manière incontrôlable. Plus que tout, il a admis à quel point la tension mentale était douloureuse. Il essayait de garder espoir, de gérer son stress, de garder la foi que quelque chose finirait par s'améliorer. Il s'appuyait souvent sur Jonathan et était reconnaissant à son frère de comprendre ce que signifiait le silence lorsque les mots étaient trop fatigants. Son honnêteté a rapproché des milliers de fans. Les gens ont vu une autre facette de lui, une facette vulnérable, et ils ont partagé leurs propres histoires avec lui.
Pour beaucoup, il est devenu la preuve que l'on peut faire face à quelque chose d'invisible et continuer à aller de l'avant. Puis, en novembre 2024, quelque chose de troublant s'est produit. Une série de vidéos sur YouTube a soudainement affirmé que Drew Scott était mort dans un accident de voiture en Ontario. Une vidéo intitulée « Heartbreaking Tragedy of Drew Scott and his wife », Linda tragédie déchirante de Drew Scott et de sa femme Linda, décrit un faux accident survenu à 3 heures du matin, le 19 novembre. Elle affirme que Drew Scott est entré en collision avec un camion qui laisse rester coincé inconscient et qu'il n'a pas survécu. Les créateurs ont même ajouté un cercueil fermé et des femmes en pleurs pour faire croire à la réalité. Au bas de la vidéo, ils ont discrètement écrit que les images et les voix étaient montées ou synthétiques. Malgré tout, la vidéo a attiré plus de 16 millions de vues et a provoqué une véritable panique. La chaîne qui en est à l'origine connue pour diffuser de fausses informations sur la mort de célébrités a même prétendu que Jonathan avait fait une déclaration publique. Rien de tout cela n'était vrai, et aucune source officielle ne l'a confirmé. Quelques jours plus tard, Drew s'est affiché sur Instagram souriant lors d'un match des Lakers, ce qui a tout clarifié instantanément. Il était vivant et en bonne santé. La fausse nouvelle s'est répandue rapidement avant cela cependant. Les fans se sont précipités sur Facebook, les commentaires YouTube et les tableaux de messages pour demander s'il était parti. Certains ont cru à chaque mot parce que les vignettes semblaient émotionnelles et convaincantes. Des sites d'information comme Miao et Sportskida se sont empressés d'expliquer que l'histoire était fausse et que personne de la famille de Drew ou de HGTV n'avait parlé d'une tragédie. De nombreux fans ont exprimé leur chagrin avant d'apprendre qu'il s'agissait d'une mise en scène. Les messages de Drew ont contribué à apaiser les craintes. Sa simple présence en ligne a suffi à repousser le mensonge. Pourtant, le canular a laissé des traces. Beaucoup ont remarqué qu'il était devenu facile pour les créateurs en ligne de déformer la vérité pour obtenir des vues. Certains ont même admis que leurs vidéos mélangeaient volontairement les faits et la fiction pour obtenir plus de clics. Ils ont utilisé des sons modifiés, des visages synthétiques et des histoires qui semblaient crédibles, mais qui étaient entièrement inventées. Le canular de Drew Scott est devenu un exemple clair de la manière dont ces tactiques peuvent susciter la panique, tirer profit du chagrin et affaiblir lentement la confiance des gens dans les vraies informations. Alors que tout ce bruit s'est estompé, la vie de Drew a commencé à prendre un rythme plus calme. Après la fin du format original de Property Brothers dans 2019, il s'est tourné vers des projets plus petits et plus sincères. Property Brothers Forever Home est arrivé la même année. Au lieu de faire défiler des douzaines de maisons par saison, la première saison n'en comptait que 8. Ce rythme plus lent a permis aux frères de nouer des liens plus étroits avec les familles et d'approfondir chaque histoire. Une maison à Richmond achetée pour 500 000 dans 2015, a été rénovée et vendue plus tard pour 989 000 dans 2018, Le projet a pris tout son sens. Elle a guidé Drew vers un espace où le travail avait du cœur et de l'espace pour respirer. En coulisses, il a assumé encore plus de responsabilités. En tant que cofondateur et producteur exécutif de Scott Brothers Entertainment, il a supervisé près de 75 nouveaux épisodes à travers 6 projets dans 2020 et 1, Leurs émissions ont été diffusées sur HGTV et Discovery+, et ont touché des téléspectateurs dans plus de 60 pays. Il a contribué à l'expansion de l'entreprise en proposant des contenus sur le style de vie des séries numériques et des documentaires. Il n'apparaissait pas toujours devant la caméra. Bien souvent, il travaillait discrètement au développement, guidant les idées et façonnant les projets en arrière-plan. Au-delà de la télévision, Drew et Jonathan ont également développé une forte présence commerciale. Leur marque de produits pour la maison Scott Living a été lancée en 2015, À la fin de 2016, leurs meubles d'extérieur sur QVC avaient rapporté plus de 100 millions de dollars. Ils ont créé Dream Homes, une division de design de luxe pour les constructions personnalisées à budget élevé. Leur premier livre Dream Home est sorti en avril 2016 et est entré dans la liste du New York Times à la 9e place. Leur mémoire It Takes Two est paru en septembre 2017, Ils se sont associés à Target pour la rénovation des bibliothèques scolaires et ont également travaillé avec de grands détaillants sur des lignes de produits exclusives. Ces entreprises ont permis à Drew de prendre du recul par rapport au tournage incessant sans pour autant renoncer au succès. Tout au long de ce développement, Drew est resté actif dans le domaine de la philanthropie.
Jonathan et lui ont soutenu Habitat for Humanity pendant des années. En 2017, ils ont été nommés Habitat Humanitarians, la plus haute distinction de l'association. Ils ont aidé à élever des murs pour de nouvelles maisons à Nashville en avril 2018 et ont soutenu des programmes axés sur la recherche contre le cancer pédiatrique par l'intermédiaire de la Fondation Saint. Ils ont joint leurs efforts à ceux d'Artists for Peace and Justice en Haïti pour aider à construire des écoles et soutenir les soins médicaux. Leur action a touché des milliers de personnes et a montré à quel point l'utilisation de la célébrité dans un but précis pouvait avoir des effets bénéfiques. Vers la fin de l'année, Drew a commencé à choisir une voie encore plus discrète. Il apparaissait moins souvent, non pas parce qu'il s'effaçait, mais parce qu'il voulait préserver sa santé et protéger la vie qu'il était en train de construire avec sa famille. Après un parcours de fertilité de 2 ans comprenant des IUU et des FIV, lui et Linda ont accueilli leur premier enfant en mai 4, 2022, et leur deuxième en juin 5, 2024. La paternité l'a changé. Elle a ralenti son rythme. Elle lui a rappelé que le temps passe vite quand les enfants sont petits et que le travail peut attendre. Il a réduit son programme de tournage et a gardé plus de jours libres pour ne pas manquer des étapes importantes. Il a dit qu'il voulait être présent, pleinement présent pour la famille qu'il a attendue si longtemps.